Il a voyagé plusieurs années avec juste quelques salaires d'un job alimentaire dans un resto de sushi. Ce gars a aussi fait des expéditions de survie en solo dans la jungle au Panama. Bref, un grand exemple de la limite entre le confort et l'inconfort. De ce que le confort t'empêche de faire et l'inconfort te pousse à faire. Bref, lui c'est Irénée et je vais te le présenter à travers l'interview que je vais te filer juste après. Mais avant ça, il faut que je me présente. Moi, c'est Gauthier, un investisseur, entrepreneur, mais surtout voyageur qui est là pour t'aider et t'inspirer à vivre la vie de tes rêves. Que tu comprennes comment la designer et t'organiser pour l'atteindre. En attendant, je te laisse avec l'interview. Peut-être qu'elle va t'inspirer à tout simplement réfléchir d'une autre manière sur ta vie ou alors t'organiser et partir pour de nouvelles aventures. Salut Irénée, du coup on enchaîne une autre vidéo. L'idée, je te l'avais dit, c'était de pouvoir inspirer les personnes à monter des projets. Et nous on s'était croisés en Birmanie, je m'en souviens, pendant un voyage en Asie. C'était en quelle année déjà? Ça devait être en 2017, 18, 19. 18 je crois, ouais. Ouais. Il y a quelques années, ouais. Et en fait tu m'avais déjà à l'époque inspiré parce que on s'était croisés un peu comme ça à l'arrache pendant le voyage. Et puis au final, tu m'as fait bifurquer un petit peu de mon truc parce que tu m'avais parlé de ton projet d'orphelinat là-bas. Et j'étais venu passer une journée avec toi sur place. Du coup, à cette époque-là, tu m'avais marqué parce que tu avais un projet déjà qui était juste génial avec les enfants, le mari et tout ça. Enfin, c'était juste fou. Et aussi, le fait que ce soit complètement différent de ce que les gens peuvent concevoir en général, c'est soit le métro boulot dodo ou même la conception qu'on a de se dire tiens, dans ma vie, je vais faire quoi? Je vais monter une boîte, je vais faire ceci, cela, et on penserait jamais à monter un orphelinat à l'autre bout du monde, quoi. C'est un peu pour ça que je t'ai contacté là, parce que je sais que tu as d'autres projets aussi qui sont en cours, enfin que celui-là en tout cas a évolué. Et puis du coup, comme d'hab dans les vidéos que je suis en train de faire, l'idée c'est de pouvoir inspirer les personnes qui vont la regarder à tout simplement passer à l'action, passer au-delà de leur barrière psychologique, et puis parler aussi à un moment donné d'économie, comment tu as fait pour monter des projets, comment tu fais toi pour survivre, on va dire. Et voilà, enfin, je sais pas si tu veux commencer par quoi, te présenter toi, présenter ton projet. Donc là, j'habite à Toulouse. Avant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai habité en Birmanie pendant un temps. J'ai créé un orphelinat, j'en parle un petit peu plus après et tout. Et c'est là qu'on s'était rencontrés aussi. Et à côté de ça, j'ai quand même fait pas mal d'autres projets. Et toujours un peu dans une idée de faire vraiment ce que j'avais envie de faire. Et sans me prendre la tête sur les conditions. C'était un peu de manière inconditionnelle, c'était vraiment dans tous les cas, je fais ça. Et quoi qu'il en soit, j'y arriverai puisque je me mets dans la situation où je peux pas faire autrement en fait. Donc en général, je fais plutôt que de même penser à un projet et tout, je pense que t'as deux manières principales. Tu penses à un projet, tu penses dans sa globalité, tu l'écris, etc. et tout, et après tu peux le vendre, tu peux monter des financements et tout. L'autre manière, c'est que je vais plus réaliser pas le temps, c'est juste je me mets dans une situation où dans tous les cas le projet est déjà en cours. C'est-à-dire, je lance le truc, même tu vois pour l'orphelinat, je m'étais même pas rendu compte que j'allais créer un orphelinat en fait. J'ai commencé à aider une femme pour qu'elle aide des orphelins, une orpheline, puis deux, puis 3, 4, 5, 6, 7, et à un moment je me suis dit, ah waouh, en fait je suis en train de créer un orphelinat. Et du coup c'est un peu comme ça pour la plupart des fois. Plus je fais les choses parce que j'ai envie de les faire et tout, et après plus elles restent ancrées en fond de moi comme des idées, des intentions, plus elles se rallient à plein de contextes et de gens. Et en fait, plus ça devient vraiment en fait des sortes de projets qui se partagent, dont je peux parler, et plus s'ancre institutionnellement, jusqu'à devenir des vrais projets au sens du terme institutionnel, sous forme d'asso ou d'entreprise ou d'autres entreprises ou autre. Et donc du coup, tu me disais que tu avais bifurqué sur un autre projet qui s'appelle Constellation. Constellation, ouais. Constellation sociale. Et du coup, Constellation sociale, c'est quoi exactement comme projet? Je voyageais beaucoup. Et vu que je voulais voyager, mais je voulais pas passer mon temps à travailler à côté, en fait, du coup, j'ai trouvé plein de techniques pour voyager sans argent. Donc, j'ai fait beaucoup de stops, du bateau stop, de l'avion stop, du stop sur route, etc. Enfin, et plus j'allais loin, plus j'allais dans la campagne et tout, plus je rencontrais des gens qui étaient des anciens, en fait, des vieux un petit peu. Les jeunes étaient partis vers les villes, et du coup, je rencontrais des personnes âgées qui étaient un peu toutes celles là, qui disaient bon, comment on va faire, notre culture, elle est en train de mourir et tout. Et donc j'allais de plus en plus loin. Du coup, j'ai commencé à faire plein de survie dans la jungle, faire des trucs comme ça et tout pour aller toujours de plus en plus loin. Du coup, j'ai été dans le Darien Gap, dans pas mal de jungles en Amérique du Sud et tout. Et là-dedans, je rencontrais de plus en plus d'authenticité avec différentes communautés autochtones et tout. Et en fait, quand j'ai rencontré, je voyais quand même un des gros problèmes qui est avant, il y a eu la colonisation. Après, il y a eu les prêcheurs qui sont arrivés qui disaient
si t'aimes ça, tu vas en enfer, si t'aimes pas ça, tu vas au paradis et tout. Et un clivage du monde un petit peu. Et du coup, il y a différentes influences et tout. Et le monde aujourd'hui, c'est plus par l'information et la publicité. Mais disons qu'il y a toujours une sorte d'influence et de néocolonialisme qui fait que toutes ces communautés, toutes ces cultures et ces personnes âgées sont de plus en plus isolées et de plus en plus en décalage par rapport à leur mode de vie d'avant et la nature dans laquelle ils vivent. Et du coup, en gros, j'allais de plus en plus loin et tout, et j'ai rencontré pas mal d'autochtones qui étaient face à des gros problèmes face à des industries pétrolières, toutes les personnes, on va dire, victimes de la mondialisation. La mondialisation, c'est super cool. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de liens, on arrive à faire un call là. Hier, je faisais un call Road qui était au fin fond de l'Équateur, dans la jungle et tout. Il y a plein d'aspects super cool de l'information et de la mondialisation, mais il y a aussi plein de gros désavantages, et c'est surtout cette forme de globalisation. On rentre tous dans une même case, on est tous un peu pareil, et qui en fait nous enlève de l'autonomie, nous enlève des responsabilités, nous enlève des capacités d'action pour être plus, on va dire, plus victimes d'un système qui nous dépasse. Et du coup, les plus grandes victimes de ça, c'est surtout les gens qui sont au fin fond de la jungle et qui sont très très loin de nous, parce qu'ils n'ont pas du tout le choix en fait. Juste, t'arrives, tu prends leur terre et tu leur dis, attendez, c'est ma terre, je suis la plus des générations et tout. En fait, ils disent, ok, mais t'es qui toi en fait. Et du coup, s'ils rentrent pas dans le système, ils peuvent pas le contre. Et s'ils sont pas dans le système, en fait, ils n'existent pas, et du coup, on peut prendre leur terre. Du coup, je me suis dit à ce moment-là, comment faire pour qu'ils puissent exister, se modernisant à leur manière, parce qu'en fait, le monde change, et que si tu plantais des carottes depuis 1000 ans ici, mais qu'en fait, la terre ne peut plus, et qu'il faut aussi que toi, t'évolues et que tu fasses d'une autre manière, je me suis dit, comment faire pour qu'ils puissent exister, faire perdurer leur culture et créer du lien intergénérationnel, garder le positif du lien d'information, en fait, entre les gens de France, de là-bas, et tout. Et du coup, j'ai commencé à penser un petit peu à ça. Jusqu'à que je me rends compte que leur plus grande force, c'était leur culture et leur lien avec l'environnement. Surtout aujourd'hui, dans un monde où on est de plus en plus à la recherche de savoir-faire résilient et en lien avec l'environnement, leurs informations culturelles, elles devaient avoir grave de valeur. Et vu qu'on est dans l'ère de l'information c'est de l'argent, je me dis, bam, en fait, si on arrive à faire briller leur information culturelle et leur savoir-faire, à le transformer en argent, en fait, d'un seul coup, non seulement ils font perdurer leur culture, non seulement ils font du lien intergénérationnel et interculturel, mais en plus cet argent peut dynamiser leur territoire et du coup faire que des jeunes restent là, que des jeunes font des projets pour développer l'autosuffisance des communautés et tout. Et en fait, du coup, c'est l'idée d'un circuit court de l'information. Un reportage Arte à un endroit et après il fait une vidéo, il la transmet, machin, tout le monde la regarde. En fait, les gens qui sont là-bas, ils reçoivent pas du tout d'argent, sauf le guide et voilà. Donc l'idée là, c'est que eux, ils transmettent l'information. Il y a des liens de tout type, intergénérationnels, interculturels, etc. Et ensuite, nous, on arrive à valoriser cette information par les médias sociaux, aussi, avoir des liens avec des instituts de recherche, etc. et tout, pour ensuite financer les projets sur place. Et donc, en gros, c'est comme si eux, ils s'autofinançaient tout en mettant en valeur leur culture. Donc ça, c'est le projet de constellation. Un pays, un continent, je sais pas. Le but, on a créé 3 projets prototypes. Et on l'a choisi sur 3 continents différents pour que les cultures soient le plus différentes possible et que les échanges soient les plus riches possibles dès le départ. Du coup, on a un projet en Birmanie parce qu'on a un gros ancrage là-bas et que j'ai passé beaucoup de temps là-bas et que j'ai fait beaucoup de choses là-bas. Et du coup, avec les Takalon, qui est une communauté déjà en Birmanie, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a quand même vachement de cultures différentes et il y a vachement une authenticité et vraiment des sourires et des regards qui sont vraiment présents et très très. Et parmi tout cela, il y a les Takalon qui sont vraiment pour les Birmans une culture vraiment à part et vraiment très spécifique qu'ils ont envie de préserver. Donc c'est incroyable de commencer le projet avec eux et avec des vieilles dames qui sont toutes seules au village parce que tous les jeunes sont partis travailler en Thaïlande où on fuit les guerres civiles et tout. Donc c'est aussi dans cette idée de redynamiser un petit peu une communauté là-bas. Il y a ce projet-là, il y a un projet avec les Boulous au Cameroun et il y a un projet avec les Warani en Équateur. Les Warani, je les avais visités aussi pendant que j'avais fait des trips dans la jungle. Donc voilà, on a ces 3 projets-là et l'idée ensuite, ça sera d'en développer plus quand on aura plus de parrainage, de financement. Là, on est en train de pérenniser un petit peu l'association. Et donc, c'est sur ces 3 continents. Et après, on agit beaucoup en France aussi, plus avec des migrants, des réfugiés, et avec des écoles aussi. Et des trucs. Et parce que du coup, vous êtes sous la forme d'une association. Ouais. Association, ONG, c'est... on est une association. Pas encore reconnu. Après, le terme ONG, c'est qu'on agit sur différents pays en général. Et vu qu'on agit sur plusieurs pays, on est une... Ok, juste ça suffit. Et comment vous allez vous lancer du coup c'est déjà lancé. T'en es où aujourd'hui du coup? En fait, c'est déjà lancé, mais en fait, si j'avais voulu me positionner, en fait, c'est aussi que quand j'étais petit, moi, je voulais grave faire un peu, tu vois, archéologue, anthropologue et tout. À part que c'est quand même des trucs où, en tout cas à l'époque, je croyais qu'il n'y avait pas de travail, vachement dur et tout. J'avais pas trop
retrouvé le chemin à travers Et du coup, j'ai un peu créé mon propre métier là. Et du coup, l'idée, c'est que si j'avais voulu travailler là dans le domaine de l'anthropologie, comme ça et tout, en fait, ça aurait été assez compliqué. J'aurais pas trouvé un doctorat parce que j'ai pas fait les études pour ça. Du coup, j'ai juste lancé moi-même les trucs, dans le sens où j'avais des contacts, j'ai développé le lien avec eux, et du coup, j'ai pensé des concepts qu'on a appliqués directement. Et ça fait que petit à petit, on a directement, tu vois, le projet commence à prendre. Du coup, on peut en parler comme, tu vois, là, du coup, j'étais en lien avec le directeur du patrimoine immatériel de l'université de Toulouse. Et en gros, je me positionne parce qu'il y a ce projet. Donc en fait, c'est toujours dans le faire. Ouais, comme pour le là, quand j'ai commencé à financer pour juste une orpheline, puis tac tac, puis au bout de ça, je me suis dit, ah, c'est un orphelinat. En fait, à la constellation, c'est pareil, c'est lien. On fait des choses, après on regarde, on se dit, ah ouais, on est en train de faire ça. Et du coup, c'est un petit peu. Ok. En fait, c'est marrant, c'est un peu la même façon de fonctionner que les personnes que j'avais interviewées ce matin sur le resto, où ils partaient vraiment dans le sens où ils ont un lieu, ils avancent, ils ont créé une route, ils ont posé une caravane, et puis au début ils voulaient vendre des sandwichs, et puis au final ça a fonctionné, ça a pris, puis ça s'est dévié en resto, et ils ont fait une extension et ainsi de suite. Enfin, ça, ouais. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu as une intention qui est vachement profondément ancrée en toi, tu deviens forcément ultra créatif et ultra adapté, quoi. C'est même pas un plan A, B et tout, c'est un plan qui change tout le temps, mais qui est du lien avec l'ouverture, en fait. À partir du moment où tu as justement quelque chose qui est au fond de toi, mais qu'en plus de ça, tu t'ouvres au monde et tout, en fait, tu crées plein de liens partout et après, ça grandit, en fait. Et c'est un peu infini, voilà. Toi, personnellement, pour rebondir sur ton histoire, t'as eu un boulot en particulier, un peu comme Monsieur Tout-le-Monde à un moment donné, ou t'es vraiment directement parti sur ce type de projet? Ouais, moi, je suis parti un petit peu direct là-dessus. En fait, si on regarde, par exemple, ce que j'ai cumulé, voilà, j'ai travaillé 6 mois dans ma vie. Et en gros, j'ai fait, pendant 6 mois, mais 3 heures par jour, je faisais de la livraison de sushi. Et franchement, c'était un peu le meilleur métier pour moi à l'époque, parce que je faisais ça 3 heures par jour, j'avais des pourboires, j'avais des sushis à la fin de la journée. Et du coup, j'ai mis 1800 € de côté, qui m'ont permis de faire mon premier gros voyage un peu de 6 mois. Et après, j'ai monté vente pour des événements pendant 2-3 mois, enfin un mois, et à chaque fois, au final, je me suis payé plein de voyages, en fait. Tu vois, là, en travaillant juste un mois, j'avais gagné 1000 €. Après, 19 mois avec ces 1000 €. Parce que je voyageais sans argent, en stop et tout, donc j'avais vraiment pas besoin de beaucoup d'argent. Et j'ai distribué aussi des flyers pour une sorte de petite boîte. Enfin, j'ai un master de biophysique, licence sociologie. Bon, maintenant, j'ai aussi un diplôme d'agriculteur. Mais je me suis jamais vraiment servi de ça. J'ai plus fait en autodidacte sur tous les sujets que je voulais développer. Enfin, l'âme d'aventurier, quoi, tout le temps. Déjà rien que le voyage. Bah, c'était un peu sans condition pour s'épanouir, quoi. En gros. Génial. Mais comment ça se fait que t'as cet esprit-là, quoi? Enfin, ça pas venu tout seul. T'as peut-être la famille qui est un peu comme ça aussi. Ben, il y a pas mal de choses. Je pense qu'il y a déjà ma mère, quand même, qui mine de rien a beaucoup voyagé quand elle était jeune et tout, et qui nous a raconté beaucoup de ses aventures, donc qui m'a pas mal fait rêver. Il y a aussi le fait que, en fait, vu que j'étais franco-belge, en France j'étais le belge, en Belgique j'étais le français. Donc j'ai toujours été, je sais pas si tu sais, mais en France on raconte tout le temps les blagues sur les Belges. En Belgique tout le monde raconte les blagues sur les Français. Et du coup j'étais un petit peu victime, tu vois. J'étais blond, gentil, je m'appelais Irénée, j'étais belge. Tous les gens se moquaient pas mal de moi et tout, ce qui faisait que mon épanouissement, je le vivais surtout ailleurs. Je le vivais surtout dans la nature et avec mes frères. Et en général, mes grands-parents avaient 32 hectares de terrain à côté de Lyon, avec 3 écoles. On faisait de la survie et tout depuis que j'étais tout petit. Et du coup, il y avait l'école où j'avançais parce que, enfin, tu vois, et que, après ensuite les études et tout mon épanouissement qui se passait à côté en fait. Donc dès le départ, je pense que j'ai vécu mes plus grandes joies, mes plus grands défis et tout dans des à côté du scolaire. Ok. Et donc c'était assez naturel que, enfin non, après c'était pas forcément naturel, mais c'était naturel d'avoir ça. Et après c'était plutôt arriver à donner de la force à ce que je faisais. Et pour ça c'était juste beaucoup de confiance et je pense en fait une grosse détermination. Et à partir du moment où il y avait beaucoup de détermination, en fait une forme de capacité à fédérer. Et du coup à partir de là, en fait c'était d'autant plus facile d'avancer sur plein de projets. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là entre la détermination et la capacité à fédérer. Parce que du coup, comme tu sais vers où tu vas, les gens ont tendance à te suivre plus facilement. C'est ça? Du coup, je l'avais pas perçu comme ça avant, mais c'est que un des gros avantages que tu as du coup à avancer, à lancer plein de projets, tu t'es forgé un esprit à pouvoir vivre dans l'autonomie et du coup ne pas avoir ce besoin d'argent, quoi. C'est un peu ça. Hein. Que aucun de mes projets n'a dépendu du fait que je dois travailler à côté pour un travail qui me plaise pas, quoi, clairement.
Enfin, j'ai jamais été à contresens un petit peu de cela. Et du coup, donc j'ai créé ce qu'il fallait. Enfin, le fait d'être en autonomie en Corse et tout, et de pas avoir besoin d'argent, bah, ça m'a permis de dépenser le peu d'argent que j'avais dans l'orphelinat. Le fait de voyager en stop, en avion stop, en bateau stop et tout, ça m'a permis de me déplacer constamment sans avoir besoin d'argent. Le fait de survivre dans la nature, ça m'a permis de pouvoir me déplacer partout où je voulais et dans les moments où j'étais en galère, en fait, d'être parfaitement bien parce que j'étais tout seul dans la nature et j'avais pas besoin d'argent ni quoi que ce soit. Et du coup, en fait, je me suis un peu de la capacité de réagir au pire pour qu'après tout soit cool. Et du coup, vu dans le pire, bah, en fait, j'étais tout seul dans la nature, dans la rue, dans les endroits. Et en fait, j'ai déjà vécu plein de fois. Et en fait, c'était juste le voyage pour moi. Bah, franchement, tout le reste, après, c'était facile, quoi. Mais tu t'es conditionné. Ouais. T'es conditionné. Ouais, je me suis créé un assez pas de conditionnement. Ok, trop cool. Ouais, je me souviens que tu étais en autonomie en Corse pendant un moment. D'ailleurs, c'était un peu la transition quand t'étais pas en Birmanie, t'étais en Corse. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, je repars sur le fait de, voilà, t'es déterminé, tu sais ce que tu veux, t'es confiant en fait. Enfin, t'as confiance en ce que tu fais, t'as confiance en toi. Du coup, cette confiance, tu l'émanes. Donc les personnes ont confiance en toi. Et c'est ça ou pas ce qui a fait que il y a des personnes qui t'ont suivi sur tes projets et qui, soit à travers de l'énergie, soit à travers de l'argent. C'est ça? C'est ça, mais je dirais que je mettrais moins de pression sur la première étape. Parfois, je sais pas du tout où je vais. Par exemple, je savais pas du tout que j'allais faire un orphelinat. C'est juste, par contre, je voulais aider. Donc, je voulais aider des orphelins, je voulais aider une orpheline, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis après, tac. Donc, je pense que parfois, on se met trop la pression en se disant, lui, il sait où il va, etc. et tout. Non, en fait, parfois, il faut juste agir. Et ça peut être des toutes petites choses qui, mises bout à bout, ensuite sont, oui, c'est un orphelinat. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, et après, si on donne d'autant plus de sens à tout ça, là, on peut fédérer grave parce que en fait, tu peux donner du sens et faire vivre ça dans toutes les personnes qui sont autour de toi. En fait. C'est très intéressant. Je l'avais jamais pensé comme ça, tu vois. C'est tellement logique. Tellement logique. Et c'était fait inconsciemment, hein, j'imagine bien. Ouais, carrément. On est en train de mettre des mots dessus, mais ça a été fait naturellement. Et du coup, si on part sur le côté un peu plus économique de tes projets, parce que l'air de rien, monter des projets comme ça, même si toi personnellement tu arrives à vivre dans l'autonomie, les projets ils ont peut-être besoin d'une certaine économie. Et alors je sais pas duquel tu veux parler, si tu veux parler de l'orphelinat ou de Constellation Spatiale. Si tu veux, enfin du coup je peux commencer par comment j'ai évolué jusqu'à la situation actuelle à Toulouse, parce qu'en Toulouse je suis plus en autonomie et j'ai besoin d'argent en fait. Et après je peux décliner sur les problèmes. Ça va. Ouais. Donc en gros, faut dire que je suis parti de la jungle à l'autonomie en Corse dans un moulin dans le maquis, à l'Ardèche dans une coloc avec des potes, à Toulouse. Donc pour moi en fait, c'est depuis 10 ans, c'est un peu, je suis parti très 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 loin dans la nature et tout. Et après progressivement, c'était un retour un petit peu vers la ville et du coup vers un endroit où forcément je dépense plus d'argent aussi. Donc il y avait la jungle où j'avais besoin de rien, on voit que du stop, la survie, machette, pêche et tout machin. En Corse où là du coup c'était autosuffisance aussi. Et donc j'étais trop bien comme ça, pas besoin d'argent. En Ardèche, je suis arrivé dans une coloc au fin fond de la nature et tout, mais en fait pour moi c'était quand même une grosse phase de socialisation. Du coup j'ai eu la problématique un peu de tiens, en fait eux ils veulent manger bio, ça coûte super cher. Ah mais moi avant je faisais que de la survie, des trucs comme ça et tout. Si je veux manger en lien avec mon éthique, en fait ça coûte super cher, comment je fais? Ah non je peux pas, etc. Donc ça amenait plein de petites problématiques par rapport à ça. Comment rester fidèle à ses principes et ses idéaux tout en étant dans des contraintes financières. Bon, en fait c'est galère, c'est clair. Bon là j'étais confronté à ça. Et en fait, ça me permettait quand même de me dire, tiens, en fait, c'est vrai que je pourrais recommencer à vivre en fait un peu plus normalement, enfin dans une maison, un appartement, louer un truc et tout. Et du coup, après, j'ai rencontré Cécilia, ma compagne, qui elle vivait à Toulouse. Et là, du coup, j'étais à Toulouse. Donc là, je me suis dit bon, ok. Du coup, je me suis dit bon, il faut de l'argent. Au final, il y avait pas mal de sous que j'avais levés pour l'orphelinat, pour d'autres projets et tout. Et je me suis dit bon, je peux essayer peut-être de vraiment institutionnaliser l'assaut à Toulouse, l'ancrer d'autant plus ici. Faire des actions qui ont du sens, qui seront des besoins aussi pour le département, pour la région, donc surtout des actions avec des migrants, etc. Et à travers ça aussi recevoir des subventions. À travers des subventions, recevoir des financements pour moi. Et du coup, à travers ça, en fait, me payer un salaire, sans que ce soit l'argent que les gens donnaient avant pour les communautés qui servent à me payer un salaire. Donc c'est plus, on commence à agir ici en France, dans le département et tout. On a une action qui répond à un besoin et qui aide les gens. En fait, c'est logique qu'on devrait pouvoir avoir un petit peu de sous, quoi. Et du coup, à travers ça, j'ai réussi à me générer un petit salaire. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ces petits salaires-là,
je l'ai ici, ça m'a permis de développer l'asso à Toulouse. Là, j'ai engagé une personne qui sera ma coordinatrice, qui va vraiment développer le projet là. Et moi, du coup, en ces 2 ans, j'ai créé ça, qui me permet de partir à l'étranger au Brésil et de gérer ça à distance. Et du coup, au Brésil, ça va être un petit peu le médium un peu entre la ville et la campagne, où je continuerai du coup d'être payé un petit peu par eux et par d'autres projets, tout en étant dans un environnement qui me correspond plus quand même que Toulouse, qui était un peu un défi de retour vers la ville, mais j'ai pas envie de rester en ville. Donc ça, en gros, c'est un peu pour moi. Et pour parler plus spécifiquement de comment se sont passés les financements pour Constellation Sociale, je pense qu'il y a vachement la question du besoin en fait. C'est-à-dire, est-ce que donc je fais, sans savoir où je vais, mais en fait, en faisant ça, mine de rien, en regardant après donc, le concept, on voit il y a une grosse direction, elle est claire et je peux la faire vivre en chaque personne à partir du moment où elle a vraiment du sens. Et du coup, si on se pose bien cette question et qu'on se dit, ok, je réponds à un besoin, en fait, ça devient d'autant plus simple de se dire, ok, je réponds à ce besoin, de quelle manière, quel est mon public, à qui je parle, qui sont les bénéficiaires de ça, qui c'est qui devrait faire ça en fait dans notre société. Par exemple, je sais pas, aider les migrants, aider les personnes et tout. Tu te dis bon, en fait, ça à la base, c'est, je sais pas, c'est l'État, on paye plein d'impôts, etc. Pourquoi ils sont pas à faire ça? Ok. En fait, ils sont pas en train de faire ça parce qu'en fait, ils donnent des soins à des assos qui sont en train de faire ça pour eux. Ok. En fait, moi, je suis une asso. Ok, comment je me positionne là-dedans? Donc, en fait, à partir du moment où tu te catégorises dans un, par exemple, quand tu fais la nourriture, ils ont donné des sandwichs et tout. Ils se sont dit tiens, en fait, ça se trouve, il y a des gens qui passent ici, ils ont souvent faim ou peut-être qu'ils veulent être dans la nature là. À quel besoin on répond? On répond aux besoins des gens de vivre dans la nature, de se sentir en immersion, de manger, de goûter quelque chose d'authentique. Enfin, j'en sais rien. Il y avait ce besoin-là, on y a répondu. Il y a de plus en plus qui peuvent avoir ce besoin-là. Ok, on y répond. Et voilà. Et du coup, vu qu'on est un peu dans la société de consommation, la question du besoin, elle est essentielle en fait. Et du coup, si tu te poses cette question-là, tu te dis, ok, en fait, mon asso là, elle répond aux besoins de interculturalité, de lien entre les gens, de s'enlever des barrières, des frontières linguistiques et culturelles. Il y a beaucoup à faire, donc on devrait pouvoir avoir beaucoup de financement. Et du coup, avec cette forme de croyance, du coup, j'ai Donc tu vas chercher des fonds auprès de particuliers, auprès de l'État. Donc il y a une partie auprès de particuliers. Il y a à peu près, là on a plus de 500 € par mois qui sont par des particuliers, qui sont des personnes qui soutiennent le projet, qui croient dans ce qu'on fait tout. À côté de ça, du coup, il y a une autre partie qui est plus institutionnelle, des subventions. En gros, il y a le département, il y a des grosses ONG et tout, et qui font des appels à projets. On a des financements par ça. Et à côté de ça, l'idée, c'est aussi qu'on fasse de la vente d'informations. Et ça fait toujours peur quand on en parle, parce que tu vois, on est plus en mode Google, Facebook, les données, ils les vendent, ils nous exploitent, etc. et tout, alors que c'est nos données personnelles. L'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, de faire un circuit court de l'information pour les communautés. Donc en fait, à terme, le but, c'est aussi qu'on arrive à vendre ces informations à des instituts de recherche, etc. C'est nos communautés qui feront tout le deal. Donc c'est elles qui font tout l'accord et tout, nous on fait juste le lien en fait. Il y a ces communautés, voilà, tiens, il y a cet institut de recherche qui est intéressé par vos données, il sera intéressé par les savoir-faire sur comment vous faites pour planter, comment vous réagissez face aux hausses de température, et donc là, il y a l'idée de vente d'informations aussi. Donc il y aurait 3 points principaux, un subvention, un particulier, un information. Les subventions, c'est cool, mais mine de rien, c'est un peu dépendre des grands d'en haut qui donnent des gens comme ça et des ODD et tout. Et c'est cool, mais en fait, vu que de là-haut, mine de rien, il bouge beaucoup. Je sais pas si t'as vu, tu sais, avec la COP21, d'un seul coup, ils font des reculs, etc. et tout. Alors que tout ça, c'est des grandes intentions, on va dire, des objectifs durables et tout. Et en fait, dès qu'il y a un petit mouvement là, ça change tout au niveau du bail et au niveau des assos. Donc on veut pas du tout dépendre que des subventions. Et du coup, on veut pas dépendre que de ça. C'est pour ça qu'on développe le truc sur l'information, qui lui serait plus vraiment un autre modèle de financement qui n'existe pas encore dans les assos et qu'on essaie de développer en tout cas. Et ça, tu vas le faire comment par curiosité du coup, parce que sur l'aspect information, vous allez faire quoi? Vous allez développer des sortes d'articles, vous allez faire des vidéos avec de la transmission de savoir, quoi, en gros, c'est ça? Il y a plein de possibilités différentes, on est un peu en train de les analyser. De base, il faut se dire que là, la piste la plus concrète qu'on a trouvée là, il y en a deux. Il y en a une, c'est plus sur l'aspect culturel, donc effectivement des données anthropologiques, etc., qui peuvent intéresser les chercheurs, la linguistique. Donc là, pour donner un exemple, il y avait par exemple l'ELRA, qui est un institut de langue européenne, qui en fait se fait contacter par Google, par exemple, qui dit voilà, il y a beaucoup de peuls en Afrique qui utilisent les téléphones, mais on aimerait bien qu'ils puissent utiliser la reconnaissance vocale. Ou traduction YouTube de vidéos et tout, on aimerait bien que ça puisse se traduire. Ou juste traduction sur le moteur de recherche et tout. Comment on fait? Il y a pas assez de données. Est-ce que vous pouvez nous donner nous trouver des données sur les peuls? Là, du coup, ils contactent des instituts de recherche, etc. et tout là-bas. À part que nous, en fait, on a déjà ces contacts et on est déjà en contact avec ces gens et du coup, il faut nous transmettre cette information. Du coup, on dit aux peuls, nos contacts peuls, est-ce que vous pourriez nous fournir l'information linguistique? Et là, ensuite, ça fait des corpus d'informations. Et ensuite, eux, ils le revendent, et du coup, ça fait de l'argent comme ça. Donc en gros, il y a les linguistiques, surtout avec les langues peu dotées, parce que
parce qu'il y a plein de projets là-dessus. En fait, il faut se dire aussi que plus la nature change, plus la culture change. La culture, elle est toujours liée aussi à une langue, en général. Et du coup, vu que le monde aujourd'hui change et la nature est en danger, en fait, les cultures elles sont grave en danger aussi. Ok. Et vous avez pas l'idée du coup de faire aussi cette transmission d'informations auprès du particulier? Si? Ouais. Si, mais par contre, en fait, c'est gratuit. On vend des corpus d'informations dans le sens où on vend une information organisée et hiérarchisée. Et en fait, ça, du coup, on le vend sous forme de corpus d'informations, donc c'est des grosses bases de données. D'accord, ce sera un partage. Ok. Parce que tout de suite, je m'étais imaginé une sorte, pour l'association, pour pouvoir vivre et développer plus le projet, de créer une sorte d'abonnement. Tu sais, par exemple, je suis particulier, j'aimerais connaître les techniques de telle ou telle culture. Du coup, je suis abonné, et puis dès qu'il y a un truc qui sort, je peux avoir un accès, une vidéo, une recette, enfin, quoi que ce soit, tu vois. Enfin, Je pense qu'on ira un peu vers quelque chose comme ça. La ligne de base, pour l'instant, c'est surtout de faire briller les cultures dans le sens de faire valoriser la diversité. Et du coup, ça, il faut absolument pas que ce soit limité, parce que le but, c'est que ça se propage. Par contre, ça permet d'avoir plein de contacts avec des endroits. Par exemple, du coup, on est en contact avec les Warani là-bas, mais on peut être en contact avec une tribu au fin fond de l'Éthiopie. Et là, une fois qu'on a ces contacts-là, si les gens disent, tiens, moi, j'aimerais bien voir comment ils font dans cette tribu en Éthiopie pour construire une maison. Alors, on les contacte. Et là, ils peuvent faire des vidéos. Enfin, tu vois, il faudrait que ce soit une demande plus particulière, parce que sinon, c'est trop de travail pour eux. S'ils font toute une vidéo, enfin, tous les trucs, enfin, c'est quand même. Non, franchement, ce qui est assez cool, c'est que du coup, là, je me suis créé un métier où je travaille aussi bien avec des data scientists que des anthropologues, que des gens au fin fond de la jungle, que des migrants ici, enfin, c'est assez riche en expérience, quoi. Mais non. Cool. Ouais, du coup, toi, en final, t'es un entrepreneur en soi, même on parle d'une association là, donc, mais en soi, t'arrives à te dégager un revenu, même s'il est moindre, et t'as une activité qui correspond exactement à celle d'un entrepreneur. Tu dois gérer ton projet, tu dois gérer les jus de l'humain, enfin, tout l'aspect culturel, l'objet aussi de l'association. Mais derrière, t'as tout ce qui suit, gestion de projet, les chiffres. D'ailleurs, justement, ça a été un peu la réalisation ces derniers temps, c'est que plus le projet aussi grossit, plus en fait, je finis par faire beaucoup plus de gestion d'équipe et d'équipes. Et en vrai, c'est super chiant. Du coup, je suis trop content d'avoir pris une personne qui sera coordinatrice, qui va prendre plus ce rôle, et que moi, je retourne justement vers plus le travail sur les savoir-faire, plus le développement du concept de l'information égale argent, et en fait, répondre aux besoins de base que j'avais retrouvés dans les communautés et tout, pour pas trop m'éloigner de ce que je voulais faire. Et j'ai bien hâte là, à partir du Brésil, là, on sera lancé ma nouvelle phase où justement, je suis vraiment dans ce que j'aime faire à nouveau. Et je laisse un peu de côté plus la gestion, l'administration, qui sera pris par une autre personne qui veut plus faire ça, parce qu'il y a plein de gens qui aiment faire ça en fait. C'est marrant, c'est intéressant parce que du coup, enfin, je vais rebondir dessus, mais c'est un peu la phase après l'entrepreneuriat entre guillemets, hein, c'est que souvent la personne entreprend, crée son entreprise et tout ça, et du coup va en être la gestionnaire. Et après, tu commences à la voir un peu plus de haut, tu prends plus de recul parce que soit dans ton cas, tu veux sortir de la paperasse, les relations, des ressources humaines et tout ça, ou alors tu as envie de gérer le projet et être sur un autre angle. Et c'est là où en fait, tu commences à prendre quelqu'un qui va prendre ton poste pour pouvoir le voir de plus loin et le faire évoluer encore plus, quoi. Et souvent, on a du mal à interpréter ça. Et c'est exactement la même chose dans une asso, du coup. Enfin, c'est ça qui est fou. On va dire un aigle qui voit son projet de haut et qui peut le manipuler avec... en gros, tu fais un petit mouvement et ça donne beaucoup de force à ta vague. Du coup, ouais, effectivement, je me vois plutôt que je me vois sortir de la position de manager pour avoir plus la position de leader. C'est assez différent dans le sens où je vais permettre de garder le sens du projet, parce que ça, en fait, c'est tellement profondément ancré en moi que c'est ça qui a fait émerger le projet. Donc, garder le sens du projet et une forme de boussole, ça, constamment, je continuerai de le faire. Et du coup, comme ça va aussi avec l'image de l'aigle que tu dirais, après que c'est fait comme ça, et avec ses ailes et tout, il oriente un petit peu toute la vision de l'entreprise, on va dire. Et à côté de ça, il y a le fait que j'ai pas envie de me perdre dans le projet, quoi, en fait. Parce que je pense que c'est assez facile de rentrer à fond dans un truc et en fait de se rendre compte que c'est pas du tout ce que tu veux faire à la fin, en fait. Et du coup, je pense que c'est une grosse différence entre faire un beau projet et aimer ce que tu fais dedans, en fait. Et du coup, vu que là, justement, je fais des sacrifices un petit peu pour faire un beau projet, mais j'ai pas envie de me perdre dans ce beau projet, là, je fais ce que je veux faire dans ce beau projet, c'est-à-dire être un peu plus à distance, garder la boussole et moi faire de la R&D sur l'anthropologie, les savoir-faire, les cultures,
et retrouver vraiment la connexion. Pourquoi j'ai fait ce projet? Parce que j'étais en lien avec ces communautés, parce qu'ils m'ont touché, parce que les vieux au fin fond de la jungle qui sont sans les jeunes et tout, ça m'a touché. Et du coup, vraiment garder le lien avec ça, c'est ça qui me nourrissait en fait aussi. C'est pas juste l'assaut qui me nourrit, c'est ce lien-là en fait. Soit avant le projet ou ou pendant le projet, où tu te dirais là tout de suite, putain ouais, ce truc-là, j'ai eu du mal quand même à l'affronter. Ce serait quoi? Ah ouais. En fait, c'est que j'ai tellement l'habitude de faire les choses sans argent que parfois c'est difficile de générer de l'argent. Vu que j'ai vachement l'habitude de fédérer les gens, et en fait de motiver plein de gens et de me motiver moi-même et de penser tout sans argent, parce que du coup, c'est sûr que je le fais, quoi. Parce que ça dépend même pas besoin d'argent, c'est juste du temps. Mais un peu la logique, le temps c'est de l'argent, l'argent c'est du temps. J'ai toujours donné mon temps et mon temps c'est ma vie. Donc en fait, c'est assez facile, je le fais, quoi. Mais du coup, justement, un peu compliqué de monétiser les choses et de faire rentrer plus l'assaut dans il y a besoin d'argent. Et donc tu vois, par exemple, quand je fais des budgets et tout, moi, je suis plus là, on fait ça, tac. Dans ma tête, c'est tout, je le fais, à part qu'en fait, à la base, tout ça, ça va être des gens qui sont payés, ça va être moi qui suis payé, ça va être ça. En fait, si je monétisais d'un seul coup, ce serait 40 000 euros. Donc là, c'est toujours gratuit, et du coup, il faut que je trouve un entre-deux un peu entre, ok, je donne du temps, mais le temps, c'est de l'argent. Il faut quand même que j'ai un petit peu de sous pour vivre en ville. Je vais faire le choix de vivre en ville là, donc il faut de l'argent. Donc en fait, voilà. Ce challenge, un petit peu en moi, je dirais, c'est monétiser ce qui pourrait être fait sans argent, mais avec des difficultés dans le monde actuel, en fait. Du coup, ça te permet aussi d'avancer un peu plus vite, quoi. Peut-être. Ça permet de faire un truc qui tourne et qui est géré par d'autres gens et qui en fait permet aussi de vivre, mais pas vivre juste d'idéaux et d'eau fraîche, mais aussi vivre en achetant des trucs, une maison, en pouvant avoir des enfants et leur offrir l'école, tu vois. Une personne qui est pas juste, qui transmet vraiment de l'énergie et des beaux projets, mais aussi une pérennité un petit peu financière et pouvoir aider les autres sur d'autres projets, d'autres choses et tout. Bon, du coup, on est là pour montrer aux personnes que tout est faisable. Pour le coup, c'est un peu une belle démonstration de tout ça. Le mec qui lance des projets dans différents pays, qui monte des associations, le tout sans argent et ainsi de suite. Il y a peu de personnes qui le font. Je fais partie des très rares cas, je pense. Mais si tu devais donner un conseil pour pouvoir se lancer, ce serait quoi? Arriver à allier l'énergie de l'action et l'énergie on va dire, du ressenti. Dans le sens où agir directement, sans se prendre trop la tête sur il faut que ce soit parfait, etc. et tout, faire des tests, tac, faire des sandwichs, faire même vendre une omelette avant de se dire je vais faire un restaurant. Bon, en fait, d'abord tu fais des tests, tu vends des crêpes, ou même un anniversaire, tu ramènes des crêpes, tu dis est-ce qu'elles sont bonnes, tu fais des empanadas, tu fais des tests, tu fais plein de petits tests. Donc ça, c'est l'énergie de l'action. Et à côté de ça, de travailler ton ressenti, dans le sens de pourquoi je fais ça, pourquoi c'est là, quelle énergie qui me dirige, quel est le besoin auquel je réponds en moi-même. Et si je trouve vraiment la source de ce besoin, en fait, ça va me donner des tonnes et des tonnes d'énergie. Et en plus, je vais pouvoir la transmettre aux autres. Donc en fait, je dirais de bien questionner le besoin et pourquoi je fais ça, tout en se questionnant pas trop, parce que sinon tu te questionnes trop et tu restes vraiment sur place. Donc faire et questionner ton besoin. Yeah. Ok. Ouais, donc l'action et le ressenti, comme tu dis. Ouais, genre on voit un truc en ce moment qui s'appelle, où en gros t'as 3 manières de réfléchir, ressentir les choses, et tout ça, c'est ton cœur, ton corps et ton cerveau. Et donc du coup, ce qu'il faut en général pour démarrer un projet, c'est d'abord écouter ton cœur, savoir ce que tu veux faire. Ensuite, utiliser ton cerveau pour voir comment tu vas faire les choses, et utiliser ton corps pour actionner tout ça, quoi. Ça reflète, c'est pas dans le même sens, mais ça. Ouais, c'est exactement ça. À part que justement parfois on n'est pas, notre conditionnement est pas super cool pour le travail sur le cœur, dans le sens où on n'a pas du tout d'apprentissage à l'école et tout. On est plutôt à devoir réprimer les émotions. Donc justement, je pense que quand on dit ça aux gens, un peu parfois, ça peut les bloquer en fait. C'est écoute ton cœur. C'est cool, mais qu'est-ce qu'il dit mon cœur? J'ai pas appris. Si tu te poses des questions, ça marche pas déjà. Mais c'est pour ça que justement, je trouve ça un peu facilitant de se dire j'agis, tac. Je questionne ce besoin. Et là, du coup, c'est une sorte de faire une question pour le cœur. Parce qu'en fait, quand il y a trop de structure, le cœur, ça marche pas. Par contre, une question ouverte, ça marche assez bien pour les ressentir les émotions. Et du coup, questionner son besoin, ça permet de faire le lien avec le cœur, d'agir comme ça. En fait, ça permet d'avancer un petit peu et du coup, de mieux comprendre la direction de son cœur. Du coup, à travers ça, c'est une sorte de petite débrouille, arriver à bien orienter les choses avec son cœur, tout en étant pas super, on va dire, habitué à travailler depuis qu'on est tout petit, quoi. Non, mais c'est magique parce que du coup, vu que tu t'es une fois de plus un peu
conditionné à vivre en dehors de la société. Hein. Du coup, tu as toute cette approche qui est complètement différente et qui est ultra intéressante. Enfin, c'est une belle leçon. Parce que c'est effectivement ça, comme on est tous un peu dans cet engrenage de les autres, le regard de l'autre, utiliser juste son cerveau pour réfléchir, ben, du coup, on n'a pas tendance à suivre vraiment ce qu'on veut dans la vie. Même pour moi, c'est encore une belle leçon. Merci. C'est un peu que je aussi, hein, c'est constant, quoi. Bah, si tu avais une petite anecdote sur le projet, là. Peu importe le projet. Elle est un peu horrible, elle a un peu rien à voir, mais je vais la dire quand même, parce que j'ai que celle en tête. En gros, j'avais fait vachement de bateau stop pendant 6 mois, en voilier et tout, et après j'avais fait pas mal de survie dans la jungle, dans le Darien Gap, en mode machette et tout, j'avais vu des panthères, des serpents et tout, et du coup j'étais vraiment en mode sauvage pendant presque 9 mois, et là j'ai fait du stop pour arriver en Colombie, et en fait du coup je suis arrivé dans une ville, et en fait, vu que pendant 9 mois, dès que je voulais pisser, j'allais pisser n'importe quand, parce que j'étais tout le temps dans la nature. D'un seul coup, j'étais dans une ville. Et en fait, j'étais dans un cybercafé, en train de regarder ça, je pour retrouver une personne et tout. Et là, j'avais trop envie de pisser, enfin, j'étais pas dans la nature, j'étais là comme ça et tout. Et en fait, j'avais plus du tout l'habitude de me retenir. Et j'étais là comme ça, et je devais payer et en même temps partir, et du coup, je veux faire payer, je veux commencer à payer. Et la personne était, en fait, du coup, j'ai pas. Et du coup, je me suis retourné, j'ai pissé dans une poubelle comme ça, et ça se remplissait. Et je voyais l'eau qui remplissait, et tous les gens qui étaient là, ils hallucinaient et tout. Et je voyais l'eau qui se remplissait, et j'étais là, non, j'espère que ça va s'arrêter avant que ça déborde et tout. Et du coup, c'est un peu la plus grosse honte de ma vie, franchement. Mais du coup, c'était un peu le retour à la ville, la civilisation et le dur. Merci. Mais pour le coup, elle est bien marrante, ouais. Sur le coup, t'as pas dû te sentir trop à l'aise. Ah non, c'était horrible. Ah, c'était vraiment horrible. En plus, c'était un peu marrant parce que dans ma tête, j'étais un grand aventurier et tout. J'avais fait terre, j'avais fait tac. Et en fait, je me suis chopé la honte totale en arrivant en ville, quoi. Voilà. Ouais, pour clôturer tout ça, parce qu'il me semble que tu dois t'en aller, comment est-ce que on peut retrouver ton projet, enfin, Constellation Sociale, ok, on a retenu le nom, mais comment est-ce qu'on peut trouver le projet? S'il y a quelqu'un qui voudrait participer aussi, comment il peut faire? Trop cool. Donc, il y a un site qu'on est en train de refaire, mais il y a déjà des choses. Dessus, il y a des contacts et tout, et on a aussi mis des annonces sur Je veux aider, sur Make Sense, sur différents sites pour rejoindre des missions bénévoles. Et en fait, il y a plusieurs manières d'aider. Il y a venir aider pour faire des fresques avec les migrants, les réfugiés et tout. Et donc, c'est sur des échanges interculturels qui valorisent la diversité de chacun. Ou sinon, il y a aider plus sur la solidarité internationale pour développer l'autonomie des communautés qu'on soutient et tout. Et du coup, là, c'est plus du suivi de projet, entre évaluation des besoins, etc. et recherche de financement. Ou sinon, il y a plus d'aide sur l'aspect savoir-faire. Et du coup, questionner qu'est-ce que c'est un savoir-faire, comment on le préserve vraiment, comment on peut partager au mieux l'information, comment on peut la valoriser au mieux, comment on peut respecter au mieux l'identité et les données des personnes qu'on soutient, tout en même temps valoriser cette information. Donc voilà, un peu, il y a le pôle coopérer, solidarité internationale, il y a besoin d'aide là-dessus. Le pôle relier avec le savoir-faire, il y a besoin d'aide là-dessus. Et le pôle sensibiliser, plus localement à Toulouse, en Occitanie et en France, il y a besoin d'aide aussi. Et sinon, sur la communication, les fonctions support, le financement et tout. Ou sinon, au mieux, en fait, avec un petit parrainage. Parce qu'en fait, chaque mois, si une personne donne comme ça un petit peu, si on a tous les nouveaux 100 €, ça nous permet de faire un lien avec une nouvelle communauté. Donc en fait, s'il y a, je sais pas, 4 personnes qui font des dons de 30 € par mois, on peut créer un nouveau lien. Hop, tribu en Éthiopie. Hop, nouveau lien. Madagascar. Tchac, tchac, tchac. Et du coup, en fait, c'est vraiment... Trop bien, du coup. Et le nom du site, c'est quoi? Constellation sociale... Constellation sociale tout accroché. Et sur Internet, si tu tapes ça aussi sur Google et tout, tu trouves directement. Et après, on utilise un petit peu aussi Facebook et Instagram. Enfin, il y a des informations, donc il y a de quoi découvrir le projet. C'est pas super vivant ni actualisé tout le temps. Surtout cet été, ça va être plutôt tranquille. Et sur LinkedIn aussi, on a une page. Donc, mine de rien, on est assez présent sur les réseaux, même si on n'est pas avec une rigueur incroyable en termes de régularité de posts, etc. Ok. Ben, ça sera peut-être le taf de personne qui va prendre ta place. C'est bien. Vraiment. En partie. Et ben, c'est cool. Merci Irénée. Merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage. Merci à toi aussi. Ouh. Oh, voilà, ça y est, l'interview est terminée. Il a une vie complexe, cet Irénée. Hein. Pour moi, c'est vraiment une inspiration. Une inspiration dans ce qu'est la limite de soi, de ses capacités de vivre dans l'inconfort et de pouvoir mener des actions malgré le fait de ne pas avoir d'argent. Je trouve ça juste impressionnant. C'est un grand exemple qui nous montre que peu importe les projets que tu as, l'endroit où tu veux les faire, mais aussi
tout simplement l'argent que tu as besoin pour monter ces projets, l'important c'est d'avoir la conviction, d'être sûr de ce que tu veux et d'y aller. Alors bien sûr, Irénée a des talents, il a des talents de leader. Le leader, c'est quelqu'un qui sait montrer ses idées, les partager et emmener des personnes avec lui. Donc grâce à ça, il a pu monter plein de projets, notamment, moi je me souviens, comme on en a parlé, de l'orphelinat en Birmanie, et alors celui de maintenant de Constellation Sociale. Je suis curieux de voir ce que ça va donner et j'espère que vous allez y participer. En attendant, j'espère que cette interview aura pu vous aider, vous motiver, vous inspirer, quoi que ce soit pour passer à l'action vraiment et vivre une vie complètement différente ou un tout petit peu différente de celle que vous avez actuellement. Et si vous voulez plus d'interviews comme celle-ci ou des vidéos sur lesquelles je pourrais peut-être vous donner des tips à moi, de ma manière de vivre en tant qu'entrepreneur nomade, n'hésitez pas, likez, mettez la petite cloche, partagez les vidéos, envoyez des commentaires carrément, ou alors écrivez-moi en direct, je vous y répondrai avec plaisir. On pourrait peut-être même prendre un rendez-vous pour vous interviewer.